Bonsoir, donc bienvenue à Not to be Titled, qui est un workshop et une série de conférences qu'on mène avec Julien Sirjac. Et je voulais remercier l'École des Beaux-Arts de Paris et tout particulièrement Janie Loga qui s'occupe de toute la coordination culturelle de cette programmation. Donc on est à la 3e session, comme je disais, le but de ce projet un petit peu hybride, c'est de partager avec les étudiants, mais aussi un public plus large, des questionnements transversaux qui sont venus à partir de l'étude des archives de l'artiste Pierre Huyghe et aussi de son œuvre, et dont une petite partie a été présentée en octobre, donc que j'ai présentée lors d'une conférence le 10 octobre, à partir de son œuvre qui s'appelle Untitled. Et l'idée était d'essayer de s'interroger sur la possibilité d'une autre ontologie d'une œuvre, c'est-à-dire sa logique de fonctionnement, ses dynamiques, et d'essayer de voir si un autre paradigme a été ouvert, notamment avec cette œuvre. Et différentes propositions qui ont été mises en œuvre à partir de Untitled. C'était une œuvre qui a sa vie propre, qui dégage une certaine vitalité, une œuvre potentiellement indifférente, sans avoir besoin de nous. Et l'idée, c'était d'ouvrir aussi les questionnements artistiques à d'autres parties, et notamment des questionnements philosophiques. Et la 2e séance est ouverte avec la philosophe Anna Longo, qui a ouvert des questionnements d'esthétique de la spéculation. Et là, pour les 3 prochaines... C'est fait exprès. Et là, pour les 2 prochaines séances, on ouvre sur un autre axe, avec donc Vincent Normand et Tristan Garcia que je vais présenter. Et le 16 janvier, avec Dorothea von Antelmann, qui est une historienne de l'art. Et l'idée, c'est d'ouvrir sur la question du format de l'exposition, de son histoire, d'essayer d'ouvrir sur les enjeux d'une histoire assez courte, en fait, de l'exposition. Et d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se cache derrière ce format, derrière cette forme aussi qui est dominante pour présenter des œuvres d'art. Et je pense que vous allez introduire aussi l'idée de dontoscopie, peut-être, ou on posera la question après. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, à partir de l'étude d'une exposition, découvrir différentes modalités d'être qui sont sous-tendues dans une exposition, c'est-à-dire des questionnements sociaux, politiques, anthropologiques. Donc tout ça, je pense que vous allez nous l'ouvrir. Donc avant de vous laisser la parole, donc, je vais vous présenter, du coup. Donc, Tristan Garcia, qui est philosophe et auteur de fiction, qui est professeur à l'Université de Lyon. Tristan Garcia tient une œuvre double, à la fois, donc, comme je disais, des fictions, La meilleure part des hommes, qui a été publiée en 2008 et qui a reçu le prix de Flore, Mémoire de la jungle, En l'absence de classement final, Les cordelettes de Brother, Faber, Le destructeur en 2013, 7 en 2015, une grande œuvre et une autre qui va bientôt sortir. Et à la fois, de l'autre côté, des essais philosophiques, ancrés dans une métaphysique et dans une ontologie. Donc si on veut commencer pour étudier son œuvre, donc avec Forme et objet, un traité des choses, qui a été publié en 2011. Et plus récemment, il a publié un essai de politique qui s'appelle Nous, qui est une manière de s'orienter dans la vie politique et dans notre pensée à partir d'une forme qu'il a proposée. La vie intense, qui est un essai un petit peu plus éthique, et qui a d'ailleurs été présenté l'année dernière aux Beaux-Arts de Paris. Voilà. Et toute une autre série d'essais, L'image, qui a été publiée en 2008 aux éditions Atlante, Nous, animaux et humains, donc qui parle, comme le titre l'indique, sur les rapports entre animaux et humains, ou aussi un essai sur Six Feet Under, Nos vies sans destin, donc sur la série Six Feet Under. Donc si je pouvais me permettre, une chose que je trouvais intéressante dans sa réflexion, c'est que c'est potentiellement une œuvre qui est véritablement ancrée dans une réflexion sur notre présent, à la recherche de méthodologies pour s'orienter vers des possibles, sans renier non plus une histoire, même en proposant certaines narrations justement pour se la réapproprier, et en ouvrant aussi vers le futur dans la fiction et même aussi la science-fiction, et toujours en gardant en tête les effets de domination que la pensée peut provoquer en essayant de jouer avec et de les maîtriser. Et Vincent Normand, donc Tristan Garcia et Vincent Normand travaillent ensemble sur un projet qui s'appelle
Théâtre, jardin, bestiaire, une histoire matérialiste de l'exposition, donc depuis septembre 2015, à l'École cantonale des arts de Lausanne. Et tous les deux aussi, ce que je voulais dire qui vous relie, c'est que vous avez... je vais m'asseoir, parce qu'en fait c'est un peu long. Que, vous avez tous les deux collaboré à 2 reprises avec Pierre Huyghe, en écrivant des textes dans ces 2 derniers catalogues. Tristan Garcia, plus axé sur l'intensité, sur sa recherche qui était en cours, et toi, Vincent, sur justement cette recherche sur l'ontoscopie. Donc Vincent Normand est historien de l'art, auteur et occasionnellement commissaire d'exposition. Donc Vincent Normand enseigne à l'ECAL. Il a été commissaire d'exposition au Centre Pompidou, à Labor, à la David Roberts Art Foundation à Londres, à la Cadist Foundation, à la Fondation Nomas à Rome. Il a donné des conférences à l'étranger et en France, notamment à l'Artist Institute de New York et au Centre Pompidou. Et il est aussi membre de Synapse Curator International Network. Et ses textes sont publiés dans divers catalogues d'expositions, ouvrages collectifs. Une chose intéressante, c'est que donc, Vincent Normand met cette recherche sur l'exposition comme ontoscopie. Et il a publié en 2016, avec l'artiste Étienne Chambaud, un livre intitulé La contre-histoire de la séparation. Et il mène une plateforme de recherche très intéressante que je vous conseille au croisement des arts, sciences et philosophie qui s'appelle Glassbead, avec Fabien Giraud, Jérémy Lecomte, Ida Soulard et Inigo Wilkins. Du coup, je vous laisse la parole donc, pour nous faire un petit récit de l'histoire de l'exposition et de sa forme. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci Flora, merci beaucoup. Merci donc Flora et Julien Sirjac pour leur invitation. Merci à l'ENSBA pour l'organisation de cette conférence et puis merci à vous d'être là. C'est un plaisir de présenter ce projet ici dans une école d'art puisque c'est un projet qui se réalise dans une autre école d'art. Donc comme Flora l'a mentionné à l'ECAL en Suisse. Les étudiants suisses ne savent pas la chance qu'ils ont parfois, puisque c'est passé dans la loi maintenant en Suisse que toutes les hautes écoles et universités sont sous l'obligation légale de produire des projets de recherche. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ce soit la même chose bientôt en France. Voilà, c'est tout. On a commencé ce laboratoire de recherche, comme Flora l'a dit, en 2015. On vient de terminer les journées d'études et on est en train de préparer, pour ceux que ça intéresse, un ouvrage qui fera le point sur nos recherches et qui sera publié l'année prochaine chez Sternberg Press. L'un des points de départ de ce projet, donc, qui s'appelle Théâtre, jardin, bestiaire, une histoire matérialiste de l'exposition, qui a rassemblé une vingtaine d'étudiants-chercheurs et à peu près 25 conférenciers qui sont venus intervenir le long d'une quinzaine de journées d'études, c'est un point de départ relativement simple qui est lié au fait que l'exposition jouit aujourd'hui d'une sorte d'état d'hégémonie parmi les formes d'accès démocratique à l'art. À tel point que l'art contemporain, dans son sens le plus symptomatique, pourrait être réduit à son mode privilégié de présentation, c'est-à-dire son exposition. C'est Jacques Rancière, je crois, dans un entretien avec Dominique Gonzalez-Forster il y a quelques années, qui, en prenant acte de la sortie de l'art contemporain du champ proprement esthétique, mais aussi en constatant la capacité de l'art contemporain à, en quelque sorte, intégrer toutes les autres formes d'art historiquement constituées, c'est-à-dire le cinéma, le documentaire, le design, la performance, la danse, l'architecture, la recherche. Donc, en faisant ce double constat, Rancière proposait que l'art contemporain désigne peut-être aujourd'hui avant tout une forme privilégiée, qui est une forme d'exposition de l'art. L'art contemporain serait d'abord et avant tout une forme d'exposition des arts, si bien que les contours abstraits de l'espace d'exposition de l'art coïncideraient avec ceux bien concrets de l'espace d'exposition. En parallèle, l'histoire des expositions connaît aujourd'hui un fort regain d'intérêt. De nombreux colloques, publications et revues sont consacrés à l'exposition de l'art et à son histoire. Là, je vous montre peut-être une revue et une série d'ouvrages que vous connaissez peut-être, The Exhibitionist, et la série de
d'ouvrages publiés en collaboration entre la Central St. Martin's, l'école d'art à Londres, et After All, qui s'appelle Exhibition Histories. Cependant, en faisant un peu une revue de ce type de travaux, on a trouvé que l'histoire des expositions est souvent mobilisée soit comme un objet d'hyper-réflexivité professionnelle pour les curateurs, ou soit comme un récit institutionnel basé uniquement sur des marqueurs historico-artistiques, produisant une narration de l'histoire des expositions qui est très fragmentaire et en constante interruption, un peu comme l'écran, j'ai l'impression. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour qu'on voit les images. Ouais, ça arrive. Produisant en fait ce type de travaux, disons sur la forme exposition, produit un récit qui le plus souvent se transforme en exercice de légitimation, qui ne se confronte que trop rarement à l'hégémonie réelle de l'exposition. Et de plus, si l'histoire d'exposition devient une discipline à part entière, les pratiques réflexives et critiques de l'exposition se divisent de plus en plus, d'une part, entre des projets analytiques abordant l'exposition comme un médium à déconstruire, et d'autre part, des projets mobilisant l'exposition soit comme un cadre réifié et mis en scène en tant que tel, soit comme un lieu auquel il conviendrait d'échapper, de sortir. Et je pense ici à deux manières principales d'aborder l'exposition comme un objet critique. D'un côté, des projets historicistes mettant en scène des expositions comme des archives, et c'est tout le phénomène des réexpositions, c'est-à-dire qui reproduisent des expositions extraites du passé récent comme des facsimilés. Je vous montre ici une image de la reproduction en 2013 à la Fondation Prada de Venise de l'exposition d'Harald Zeman Quand les attitudes deviennent formes, ou je pense aussi à la rétrospective d'exposition vide qui a eu lieu au Centre Pompidou il y a quelques années. Et de l'autre côté, donc les réexpositions, et de l'autre côté, des projets qui mobilisent l'exposition comme un cadre obsolète, tout simplement, c'est-à-dire en niant l'espace d'exposition et en déplaçant l'activité d'exposition vers des plateformes numériques, par exemple, ou des espaces plus immédiatement sociaux. Et dans ce contexte, il nous a paru important d'éviter de mobiliser l'exposition comme une forme d'art ou comme un médium, comme c'est généralement le cas, mais de maintenir un engagement dialectique, si vous voulez, avec l'exposition, c'est-à-dire l'exposition comme un genre ou comme un objet générique de la modernité, afin de l'appréhender de manière pleinement historique et comme une sorte de champ tactique pour le futur de l'art. Ce qui m'amène à vous dire un mot sur le titre de notre exposition. Le titre Théâtre, Jardin, Bestiaire, une histoire matérialiste de l'exposition est une référence explicite à une exposition intitulée Theatre Garden Bestiarium, qui a eu lieu en 1989 en 3 versions, l'une au MoMA, enfin PS1 MoMA, l'autre au Casino des Expositions de Séville et la troisième au Confort Moderne de Poitiers, qui était basée sur la recherche menée par l'artiste et historien Rüdiger Schottel. Le Theatre Garden Bestiarium est à la fois, comme vous pouvez le voir, une exposition et une œuvre en elle-même. Quelque chose comme une installation faite d'œuvres individuelles. Ça prenait la forme d'une collection de maquettes qui explorait les liens entre l'architecture du jardin, du théâtre et du cinéma, avec des artistes comme Glenn Branca, James Coleman, Dan Graham, Rodney Graham, Juan Munoz, Herman Pitts, Alain Seixas et Jeff Wall parmi d'autres. Le Theatre Garden Bestiarium nous a semblé être un site historique qui cristallisait plusieurs des trajectoires que nous souhaitions explorer au sein de notre laboratoire de recherche. L'ambition du programme initial de Rüdiger Schottel, donc l'initiateur de ce projet, consistait à détecter l'émergence de la figure du spectateur dans la culture baroque du XVIIe siècle européen, en ancrant la formation politique du spectateur dans le développement de la scène théâtrale et de l'architecture du jardin, qu'il décrivait comme des technologies optiques qui annonçaient les futures grandes expositions universelles. Et en fait, notre intuition pour le projet de recherche recoupait celle de Schottel. On souhaitait écrire l'histoire de l'exposition non comme une série d'événements historiographiques ou institutionnels propres à l'art, mais comme un véritable dispositif médiatique de la modernité, des découpages épistémologiques modernes, de ses technologies de représentation et de son régime scopique.
Et cette courte introduction, simplement pour vous dire que cela implique pour nous une recherche qui est double et qui va structurer la courte présentation qui va suivre en deux grandes parties. L'enquête qu'on essaie de mener est double. Donc, il nous faut d'abord confronter l'exposition à ce qu'on appelle ces scripts implicites. Ces scripts implicites sont les formes positivistes et objectivistes de rationalité qui ont historiquement codifié les institutions d'exposition de la nature et du vivant issus de la modernité scientifique, donc les théâtres anatomiques, les collections d'histoire naturelle, les jardins zoologiques, et qui ont conduit à la consolidation graduelle de l'appareil muséologique et de l'espace de la galerie même. Et deuxièmement, il s'agit de reconstruire la façon dont l'exposition d'art, à travers le modernisme et le postmodernisme, est devenue progressivement un site qui a permis à l'espace de l'art d'intensifier sa compréhension de sa propre articulation à ces scripts implicites. Et en bref, notre objectif est au fond de produire une épistémologie de l'exposition comme une interface médiatique de la modernité et de son ordre du savoir. L'ambition du projet est de décrire comment l'exposition opère historiquement dans ce qu'on pourrait appeler la matrice anthropologique de la modernité, c'est-à-dire son activité de production de limites dans le monde et dans le savoir, le régime de ses frontières conceptuelles, l'économie de ses limites épistémologiques et ontologiques, la cartographie des divisions qui ont légiféré pour les modernes leur propre représentation scientifique et esthétique. Et l'hypothèse à la base de notre projet de recherche mobilise donc l'exposition comme l'objet d'une identité brisée, ou en tout cas comme un objet historique divisé par une double identité de dispositif et de forme. Donc à la fois dispositif architectural et matériel de présentation des spécimens, des artefacts, des objets, et forme artistique de représentation devenue le lieu de réflexion privilégié sur la définition de l'art ou l'ontologie de l'œuvre d'art et de ses transformations historiques. Et donc, partant de cette hypothèse, on tente de concevoir l'exposition comme un lieu de spatialisation, tout simplement des logiques abstraites de la modernité. Une spatialisation de ces partitions épistémologiques, tout d'abord, en considérant par exemple le musée comme l'espace de recueil de la cosmographie moderne de la taxinomie, la pratique moderne d'ordonnancement encyclopédique du monde. Comme un lieu de mise en espace du grand partage moderne entre les sujets, par exemple, ou les spectateurs observants, et les objets, ou les artefacts observés. Et d'un autre côté, spatialisation de ces catégories esthétiques. L'exposition étant, depuis au moins les salons de Diderot, le lieu central de fabrication du sujet esthétique. De la rencontre entre l'espace géométriquement déterminé de la représentation et le régime scopique propre aux conditions modernes de réception des œuvres d'art. Donc voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retracer très schématiquement, de manière évidemment très fragmentaire, l'histoire de cette identité brisée de l'exposition comme forme et comme dispositif. En formulant l'hypothèse donc que la formation historique des dispositifs et des formes d'exposition à travers la modernité consiste au fond en une série d'opérations de spatialisation de ces logiques abstraites. Et donc je passe la parole à Tristan pour la première de ces vignettes. Il y en aura environ 6. La première de ces vignettes historiques, elle est médiévale ou renaissante. Elle part, c'est un point de départ parmi d'autres, d'abord il faut le préciser, il ne s'agit pas d'une histoire exhaustive ou d'une histoire universelle, mais d'une histoire d'une certaine forme d'exposition qui est ancrée dans l'histoire européenne, dans l'histoire chrétienne aussi. Et comme point de départ, parmi d'autres, on peut prendre la perte d'un contact. Le toucher, la question du toucher, qui a été traitée par plusieurs des personnes qui sont venues parler dans le laboratoire, notamment Céleste Olal-Kaga, qui est l'auteur d'un article qui s'appelle « Look but don't touch ». Le toucher est d'abord conçu comme une sorte dans un moment prémoderne, comme une sorte de transmission de présence à travers la causalité. L'idée, c'est que par le toucher, dans des pratiques thaumaturgiques, par exemple, celui qui touche transmet un influx, un pouvoir, une puissance, et que quelque chose de ce toucher, à un moment, a été rompu.
ce quelque chose, il porte un nom, c'est l'histoire des reliques en Occident. Les reliques, c'est-à-dire les restes, les reliquois. Les restes, au sens latin et dans l'histoire chrétienne, c'est-à-dire des parties des saints, des parties de corps sanctifiés, qui peuvent être soit des parties anatomiques, des os par exemple, quelque chose qui reste du corps mort, soit des vêtements, pensez au sensuaire de Turin. Quand on fait l'histoire des reliques, à partir du Moyen-Âge, on s'aperçoit que les reliques ont eu un rôle décisif dans l'émergence de l'idée d'exposition. Les reliques sont exposées par ceux qui les possèdent, soit d'une part par les princes, par les rois, et il y a un véritable enjeu de légitimité à posséder certaines reliques et à les montrer, c'est une marque de pouvoir, soit par l'Église elle-même, évidemment, chaque paroisse pouvant posséder une relique qui va lui permettre d'asseoir sa légitimité, qui va lui permettre aussi de gagner de l'argent et de faire venir des fidèles, d'organiser des pèlerinages. Donc il y a un enjeu de pouvoir autour de la question des reliques, et petit à petit, avec la démocratisation du rapport aux reliques, ce qui est noté en général, c'est qu'il va y avoir à la fois un rapprochement et un éloignement. Pourquoi un éloignement ? Parce que ce qui va être perdu petit à petit, c'est le toucher. Alors que la relique conserve la capacité généralement en partie magique, ou en tout cas à condenser des croyances suivant lesquelles la relique conserve quelque chose du pouvoir de celui dont elle est le reste, dont elle est la relique. Le problème de la relique, c'est qu'à force d'être touchée, et matériellement et symboliquement, il semble qu'elle perde de son pouvoir. Elle perd de son pouvoir parce que le paradoxe de la relique, c'est que si on la touche trop, si on s'en approche trop, et matériellement parce qu'elle est usée, tout simplement, et symboliquement parce qu'elle devient trop commune, elle perd en partie de sa puissance. Et donc on voit émerger, à la fin du Moyen-Âge, des dispositifs, des premiers dispositifs d'exposition des reliques qui vont éloigner petit à petit la relique du toucher. Le premier de ces dispositifs, qui est très important, c'est l'apparition du verre et l'apparition de la vitre. C'est à partir du moment où à Venise est redécouvert la pratique qui permet de produire du verre sans teint, du verre transparent, petit à petit les reliques vont être protégées, elles vont être protégées sur les autels ou dans des cryptes par du verre. Le verre, il est doublement intéressant. D'abord parce qu'il produit à la fois un effet de proximité, il permet de se rapprocher de la relique tout en la protégeant, mais il éloigne et il scinde surtout deux sens. Il scinde deux sens puisqu'on peut désormais voir la chose qui a une puissance cachée, qui a une puissance occulte, mais on ne peut plus la toucher. Et ce qui va faire se développer l'idée d'une aura des reliques. Le terme d'aura ayant une vieille histoire, le terme d'aura est d'abord un terme grec qui désigne un phénomène météorologique. Donc vous voyez quelque chose de scintillant dans l'air, dans le vent, quelque chose, un effet météorologique impalpable, mais qu'on peut voir. L'aura, ensuite, dans la tradition chrétienne, va se déplacer et va être cette charge sacrée qu'ont certains corps qui produit l'auréole, par exemple. Donc un effet lumineux qui manifeste le pouvoir, la puissance impalpable d'un corps. Cette aura, elle est liée matériellement, très concrètement, par un certain nombre de dispositifs aussi, du coup, à l'effet, vous voyez, à la fois de distanciation des reliques, qu'on ne peut plus toucher, par l'introduction du verre, qui va aussi produire un effet de miroitement, de scintillement, par le fait que beaucoup de reliques, progressivement, vont être incrustées avec des matériaux dorés, argentés, brillants, qui vont produire ce scintillement auratique. Ce scintillement auratique, il va se communiquer en partie, c'est ce que dit Olalkaga par exemple, il va se communiquer en partie au sortir du Moyen-Âge des reliques, donc d'objets religieux, à des objets de la nature, à ce qu'on appelle les naturalia, c'est-à-dire des merveilles, des objets singuliers qui vont être l'objet principal de ce qui va devenir les cabinets de curiosité ou avant cela même les Wunderkammern. C'est donc l'apparition en Europe d'objets qui vont avoir pour aura non plus d'être des reliques, d'être les souvenirs de quelque chose de saint ou de quelque chose de sacré qui avait une puissance particulière, mais qui vont avoir pour aura d'être des objets à la fois monstrueux et absolument singuliers. Pensez à des objets qu'on trouve à ce moment-là dans les Wunderkammern, qui sont aussi bien du corail, par exemple, la corne d'un animal, la corne d'un rhinocéros, donc quelque chose d'exotique, mais aussi quelque chose d'imaginaire. Vous avez des queues de sirènes, par exemple, mais aussi, c'est important, cela mêle des objets naturels, naturalia, et des objets artificiels, artificalia. Des objets artificiels, par exemple, des objets qu'on qualifierait aujourd'hui de restes qui peuvent provenir, par exemple, d'activités humaines du Paléolithique, des objets gravés, des représentations humaines archaïques. Tout ça est mêlé, et la charge ou l'intérêt de ces objets, qui sont des merveilles, qui sont les premiers à être exposés dans ces cabinets de curiosité, d'abord dans les Wunderkammern, puis dans les cabinets de curiosité, leur charge principale, c'est leur singularité. Ce sont des objets naturels
qui, au sortir du Moyen-Âge, pour des raisons qui concernent aussi des questions de théologie à l'époque, sont chargés du fait d'être des monstruosités qui en fait manifestent la puissance créative de la nature, quelque chose de singulier qui a été produit par la nature et qui semble échapper aux règles de l'univers en général, aux règles physiques. C'est le moment où il y a des débats importants en théologie, en philosophie aussi, pour savoir si un miracle est la preuve de la puissance de Dieu ou au contraire de l'impuissance de Dieu. Est-ce que lorsqu'il y a miracle, Dieu manifeste sa puissance qui est d'être plus fort que les lois de la physique? Il peut les transgresser. Dieu n'est pas soumis aux lois ordinaires du cours du monde. Ou bien est-ce que le miracle est le signe d'une sorte de faiblesse de Dieu qui maintient les règles de l'univers et qui à un moment laisse passer des exceptions? Et autour de ce débat, les merveilleux sont chargés d'une puissance singulière qui sont des objets d'émerveillement pour un grand nombre d'Européens, qui mêlent un émerveillement pour l'exotisme, pour le lointain dans l'espace, pour le lointain dans le temps, des objets archaïques, un merveilleux qui mêle des objets naturels, des objets artificiels, des objets monstrueux, des objets chimériques, et qui, comme les reliques, vont être progressivement entamés par la démocratisation. Le dernier point de cette vignette, c'est que beaucoup ont fait l'histoire, là aussi, de l'éloignement des merveilles, qui est lié à deux phénomènes. D'abord, qui est lié à la rationalisation. Au sortir de l'âge classique et vers les Lumières, au fond, tout ce qui se trouvait mêlé dans les cabinets de curiosité, dans les Wunderkammern, va être redistribué dans des collections qui va aller soit du côté des artefacts, des choses artificielles produites par l'homme, soit du côté des objets naturels, et d'objets naturels qui vont être classés. Évidemment, les objets imaginaires, la queue de sirène, par exemple, va sortir progressivement du champ comme étant un artefact, un faux objet ou un objet illusoire. Donc le premier point, c'est que ces objets vont être scindés. Vous voyez, comme les reliques, les merveilles vont être redistribuées. Les objets merveilleux vont être redistribués. Le deuxième point, c'est que comme les reliques, et ils étaient souvent exposés dans un premier temps auprès des reliques, avec des os de saints, donc quelque chose de l'aura des reliques leur a été communiqué, et comme les reliques, ils vont être mis à distance petit à petit, sous verre. Ils vont être mis à distance, il y a beaucoup d'exemples, par exemple, de cabinets qui sont victimes de leur succès, où du coup on doit même placer des gardes, et on voit naître une sorte de structure sélective par laquelle tout le monde ne peut plus rentrer dans le cabinet pour observer, et surtout pour toucher les choses. On ne peut plus toucher les choses, donc les choses sont à distance, et on commence à voir naître des dispositifs par lesquels, par de la surveillance, des gardes à l'entrée, par des vitrines, le verre qui produit l'aura, le scintillement, et qui produit cet effet si particulier par lequel on peut voir quelque chose qu'on ne peut plus toucher, eh bien, à la fois les reliques et les merveilleux, qui sont en même temps tous les deux des reliques du monde ancien, du monde d'avant la rationalisation, d'avant le classement des êtres naturels, de manière rationnelle par les sciences naturelles, eh bien, ces êtres-là, ces entités-là, vont être au fond les premiers objets d'une forme d'exposition qui va les charger d'une sorte d'aura. C'est la conclusion de plusieurs auteurs. Donc il y a Céleste Olalkaga, que j'ai cité, mais aussi quelqu'un comme Lucy Steeds, par exemple, qui vont mobiliser la catégorie benjaminienne d'aura, c'est-à-dire ce concept un peu étrange qui désigne le caractère proche d'un objet aussi loin soit-il, ou lointain d'un objet aussi proche soit-il, qui vont mobiliser cette catégorie d'aura pour essayer de cerner ce qui est en train de se passer à ce moment-là dans l'âge classique, ce phénomène par lequel, petit à petit, des objets exposés vont être chargés d'une valeur qui était une valeur religieuse, l'aura, qu'on pourrait résumer, pour finir, de la manière suivante. L'aura dont sont chargés les objets exposés sont, d'une part, le caractère auratique entendu comme singularité, des objets uniques ou des objets singuliers, c'est-à-dire des objets qui peuvent valoir éventuellement comme spécimen ou comme prototype de quelque chose, mais qui tirent leur caractère auratique du fait d'être uniques, d'être singuliers, d'être au fond les seuls de leur espèce, soit la relique, soit l'objet merveilleux. Et ensuite, des objets qui introduisent un rapport particulier entre proximité et distance, c'est-à-dire des objets dont on ne peut s'approcher qu'à condition de pouvoir les voir sans les toucher. Et enfin, des objets qui vont être nimbés par des dispositifs, et notamment par le verre, d'une sorte de scintillement qui interdit le toucher, qui autorise le regard par la transparence, mais qui nimbe tous ces objets d'une sorte d'auréole matérielle, qui est d'abord la vitre, qui va devenir la vitre du musée. Oui, pour
passer à la vignette suivante, un cas intéressant par rapport à ce que tu viens de décrire sur le cas des cabinets de curiosité, c'est le cas qui était une mise en crise justement du projet encyclopédique de classification, qui était le cas du corail, qui a justement navigué par incertitude entre plusieurs états épistémiques. On ne savait pas où le classer, si c'était un minéral, un végétal ou un animal. Et donc en fait l'identité épistémique de cet objet, elle a navigué pendant quelques décennies chez Ulysse Aldrovandi, par exemple, dont je montre une planche ici, entre plusieurs identités. Et ce qui est intéressant, pour passer à la suite, c'est que, à l'orée de la modernité, ces dispositifs d'exposition ont immédiatement à voir, comme Tristan l'a dit, avec l'impression de limite dans le vivant, mais qui est une limite qui est immédiatement à double tranchant. C'est-à-dire c'est cette limite qui est imprimée dans la nature, elle imprime l'œil de la communauté scientifique par la division entre les deux dimensions de la vue, qui sont la dimension optique et la dimension haptique, qui a plus à voir avec la qualité de toucher du regard. Donc cette limite, elle s'imprime dans le monde, mais elle s'imprime aussi dans, disons, l'échafaudage perceptif des agents de la communauté scientifique en formation. Un autre épisode central, selon nous, enfin en tout cas dans le livre qu'on est en train de préparer, dans les recherches qu'on a effectuées à l'ECAL et dans ce récit, c'est l'émergence d'un autre type de découpe, qui est non plus la découpe du vivant, mais la découpe des corps, qui est l'émergence de la pratique moderne de l'anatomie naturelle, dont on peut fixer l'origine au milieu du XVIe siècle, ou plus précisément à 1543, avec la publication d'un manifeste du pionnier de l'anatomie moderne, qui est André Vézal, donc en 1543. On détecte dans l'anatomie naturelle et sa naissance l'émergence d'une architecture scientifique, herméneutique et sociale, qui détermineront grandement les institutions d'exposition de la nature à travers la modernité, et qui elles-mêmes auront une influence majeure sur la manière dont les divers dispositifs d'exposition se déploieront. On voit dans les théâtres anatomiques l'invention d'abord d'un objet épistémique, un objet de savoir, ensuite une figure herméneutique, un mode d'accès à la vérité scientifique de cet objet, et une nouvelle typologie de sujet, le récepteur de l'objet de la connaissance. L'objet épistémique dont il s'agit, c'est le dedans des corps. La figure herméneutique dont il s'agit, c'est la figure de la preuve, de la conviction, quelque chose qu'on peut difficilement traduire en français, mais qui est attaché à l'étymologie du mot forensics en anglais. Et le sujet, la nouvelle subjectivité dont il s'agit ici, c'est une figure particulière de témoin qui est le spectateur. Les conférences d'André Vézal, qui est un pionnier donc, de l'anatomie moderne, dans les théâtres anatomiques de Bologne et de Padoue au milieu du XVIe siècle, attiraient des centaines de spectateurs qui étaient en quelque sorte des sortes de témoins oculaires dont le regard dirigé sur les spécimens disséqués allait de manière croissante coder le spectacle de la dissection publique. Sa science anatomique consistait à simplement en fait retourner l'architecture du corps humain sur lui-même pour l'offrir au regard des spectateurs par diverses techniques de dissection qui visaient à découper le corps comme une sorte de mécanisme mouvant. Je vous montre ici une gravure qui n'est pas très fidèle évidemment, mais qui date du milieu du XVIIe siècle, qui représente le théâtre anatomique de l'université de Leyde. L'aspect central du théâtre anatomique est qu'il consiste en une expérience spatiale dans laquelle la performativité des acteurs humains est à la fois repliée sur et subordonnée à la machinerie théâtrale. La théâtralité de l'observation projette un univers rationnel dans lequel certaines contingences perceptuelles sont déléguées à l'objet de l'observation, ici le corps disséqué. La perception est en quelque sorte purifiée, de sorte que ce qui est perçu puisse être discuté et débattu, et de sorte que les hypothèses scientifiques puissent être prouvées. L'économie visuelle du théâtre anatomique est le produit d'une opération architectonique par laquelle la situation du regard des témoins oculaires, la perspective par laquelle les spectateurs regardent, est convertie en un véritable mode architectural de présentation. La représentation scientifique du corps humain se trouve, avec les théâtres anatomiques, munie d'une dimension expérimentale et herméneutique, par la scénographie de l'anatomie naturelle et par l'espèce de géométrie scopique qui émerge entre le corps disséqué
et les témoins oculaires. Cette découpe, qui est dramatisée par le régime scopique du théâtre anatomique, prend sa source dans ce qu'on appelle le perspectivisme cartésien, qui est une notion avec laquelle vous êtes peut-être familier, qui est le concept archétypal moderne d'espace, qui est géométriquement isotrope, continu, rectilinéaire, abstrait et uniforme, et qui constitue en quelque sorte l'arrière-plan spatial de la psyché moderne, et qui trouve son origine dans l'invention de la perspective à la Renaissance, et aussi dans le processus historique de rationalisation de la vision et de mathématisation de l'espace qui s'en est suivi. L'élément fondamental de ce régime scopique, c'est la notion, comme vous pouvez le voir sur cette gravure, de pyramide visuelle qui ancre l'observateur comme le sommet ou l'apex du visible. Le perspectivisme est fondé visuellement sur l'invention d'un observateur détaché, un sujet, au sommet de cônes perspectifs dont les côtés mènent à une infinité d'objets contre lesquels le sujet se mesure en permanence. Les processus donc entremêlés de rationalisation de la vision et de mathématisation de l'espace ont débloqué pour la communauté scientifique de formidables nouvelles ressources de déracinement des activités de perception et de raisonnement spatial de leur substrat biologique, c'est-à-dire l'œil, en externalisant ces activités dans divers dispositifs technologiques dont le théâtre anatomique, selon nous, est un exemple primitif. Et comme l'a montré l'historien Martin Jay, ce régime scopique, en fait, est typique du dualisme moderne qui scinde clairement le domaine des sujets de celui des objets, l'objectivité de la subjectivité. Aux nouvelles capacités de description ordonnancée du monde rendues possibles par l'invention de la perspective linéaire, en fait, correspond un nouveau type d'agentivité entre les humains et leurs environnements. Une nouvelle chaîne de médiation entre les sujets et les objets. Que les dispositifs d'exposition de la nature et du vivant à travers la modernité ont contribué à traduire en une véritable armature d'expérience sociale. Les dispositifs d'exposition du vivant, comme le théâtre anatomique, ont en fait, en quelque sorte, muni l'orientation ontologique ou le dualisme moderne d'un véritable régime scopique. En ordonnançant l'espace visuel selon un système abstrait et uniforme de coordonnées linéaires, la perspective en fait articule la perception subjective à l'étendue spatiale objective par un mouvement de convertibilité mathématique. Et cette consistance optique de renversement permanent entre la position du sujet observant et la continuité de l'objet observé est centrale dans l'émergence de la culture scientifique moderne et des opérations cognitives nécessaires à son développement. Le perspectivisme, en fait, en munissant la modernité scientifique d'un concept uniformément mesurable d'espace, a donné une dimension mathématique au concept de nature, c'est-à-dire à la chaîne matérielle ininterrompue des matérialités sur fond desquelles se découpe la figure du sujet humaniste. Et au fond, c'est au sein de cette chaîne ininterrompue que les dispositifs d'exposition comme le théâtre anatomique ont introduit de nouveaux modes d'expérience, d'agentivité et de nouvelles expériences de relationnalité. Le deuxième point de cette vignette, c'est un autre dispositif qui est un autre exemple très canonique d'exposition moderne du vivant et de la nature, qui est le jardin zoologique. Comme référence historique, on peut garder en tête deux dates importantes qui sont le contexte de la terreur pendant la Révolution française, donc 1793, l'ouverture, enfin le rassemblement de toutes les ménageries et de tous les montreurs ambulants de Paris qui sont rassemblés au Jardin des Plantes dans ce qui deviendra au milieu du XIXe siècle le jardin d'acclimatation, et au milieu du XIXe siècle l'ouverture du Zoo de Londres à Regent's Park, dont je vous montre le premier plan. Le jardin zoologique, par rapport au théâtre anatomique, est une architecture de la découpe, mais pas uniquement. Le jardin zoologique est une architecture de la domestication, dont le vocabulaire est celui de la clôture, des cages, des barreaux et des cloisons, et dont la méthode encyclopédique est directement héritée de l'histoire naturelle humaniste.
Je vous montre une autre image parce qu'elle est plus agréable à regarder, mais historiquement, elle ne rentre pas exactement dans la chronologie, mais ça, c'est la piscine des pingouins du zoo de Londres, qui est désormais fermée, mais qui a été conçue et construite en 1934 par le Tecton Group et Lou Betkin. Au fondement du jardin zoologique, on trouve une mise à mort. Cette mort prétend certes maintenir la vie biologique de l'animal intacte, mais en fait le prive de tout le réseau de relations qui constitue son milieu. Ce que Jacob van Uxküll, qui est un précurseur de l'éthologie, a nommé l'Umwelt, ou l'ensemble de percepts et de déterminations qui forment les mondes spécifiques à chaque espèce vivante et qui peuvent d'ailleurs rester parfaitement indifférents les uns par rapport aux autres. La mise à mort que connaît l'animal est ainsi avant tout la disparition de son Umwelt, l'occultation de son monde par sa capture simplement. Est-ce que l'extraction d'un spécimen au jardin zoologique imprime dans la nature, c'est une sorte de geste de découpe qui est à la fois l'établissement autour de l'animal d'une clôture physique, qui est l'enclos, et l'isolation à l'intérieur de l'animal d'un objet, c'est-à-dire la figure animale, ce pourquoi le spécimen est une représentation, c'est-à-dire l'espèce dont le spécimen n'est qu'un exemple singulier. Que ce soit pour l'étude ou, il faut bien le reconnaître, majoritairement dans l'histoire des jardins zoologiques puis des zoos pour le spectacle. La coupure, donc cette espèce de mouvement de découpe par lequel s'institue l'objectivation scientifique au jardin zoologique, effectue en quelque sorte des découpes de milieux spécifiques dans l'ensemble de l'environnement et les recompose dans l'architecture du jardin zoologique. Et cette découpe culmine en une sorte de fixation, une sorte de capture, de désanimation de l'animal qui se manifeste par son insularisation ou sa soustraction à son monde. Le jardin zoologique est en quelque sorte posé sur la contradiction fondamentale de ce moment de capture, qui est une contradiction qui pourrait se laisser formuler de la manière suivante. L'approfondissement et l'intensification de la discontinuité entre le monde de l'animal et le monde de l'homme, qui est porté à son comble par sa matérialisation en cage, en barreaux et en cloisons, est précisément ce qui permet une nouvelle forme de continuité, à savoir l'intégration de la figure animale dans le monde des modernes et au temps spécifique de leur connaissance de la nature. Et ce qui nous intéresse quand on parle de ces dispositifs modernes de découpe du vivant et d'exposition de la nature, c'est qu'ils consistent en des outils de découpage du monde, et on va y venir après, dans quelques minutes, qui historiquement vont cristalliser et stabiliser historiquement la forme musée, donc le dispositif muséologique. Mais ce qui nous semble crucial, c'est que cette découpe est, pour ainsi dire, encore une fois, à double tranchant. L'invention de nouveaux types d'objets, le corps humain, l'animal, coïncide par l'exposition à la fabrique d'un nouveau type de subjectivité, qui est celle du spectateur. La théâtralité des dispositifs d'exposition modernes, comme le théâtre anatomique ou le jardin zoologique, ou encore les collections d'histoire naturelle, sont entièrement déterminés par cette articulation dialectique entre l'objectification et la formation des sujets. Je vous montre une scène classique maintenant dans le répertoire de photographie de l'expérience muséographique, qui est le hall des primates du Muséum d'histoire naturelle de New York. Dans cette formation dialectique, en fait, symétrique des sujets et des objets, l'exposition intervient comme une mise en espace. L'œil du spectateur peut y suivre de proche en proche les traces matérielles discontinues de l'histoire scientifique, naturelle et humaine, depuis le point perspectif que l'espace moderne de la connaissance établit entre lui et le champ continu de la nature. Et comme encore une fois le montre cette image, c'est l'endroit où l'œil rationalisé du spectateur, c'est-à-dire le régime scopique mathématisé du spectateur, peut naviguer spatialement dans toutes les directions que lui permet l'espace d'exposition, peut naviguer à rebours le cours de l'histoire, ici l'histoire naturelle de l'évolution, jusqu'à pouvoir regarder dans les yeux le visage de son origine. Ce moment de capture, il ne serait pas complet si on ne percevait pas la profondeur politique, et qui est toujours prégnante aujourd'hui, évidemment de la violence, en quoi le moment de capture consiste. Violence qui a différentes dimensions.
L'une d'entre elles est la manière dont l'histoire de la capture de spécimens naturels ou humains a, dans l'histoire moderne, le lien irréductible que ces moments de capture ont avec l'histoire coloniale. Et dont tu vas nous parler, Tristan, pour la vignette suivante. Ce sera notre troisième vignette, qui, pourrait-on dire, serait la vignette coloniale, le moment colonial. Ce moment colonial, on va l'attacher à une figure qui est à la fois très connue et méconnue, qui est la figure d'Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace est à la fois un grand théoricien du vivant et un grand collectionneur, un grand chasseur, qui est resté célèbre dans l'histoire des idées parce qu'il est tout simplement le co-concepteur avec Darwin de l'idée d'évolution, de l'idée moderne évolutionniste. Or, au moment où Darwin revient de son expédition avec le Beagle et à Londres commence son entreprise d'écriture de ce qui va devenir l'origine des espèces, le livre de 1859, vers 1854, Wallace part. Il part en Indonésie, où il va écrire ce qui va devenir un des grands best-sellers d'ailleurs de littérature de voyage, qui est le voyage dans l'archipel malais, qui est aujourd'hui encore très pratiqué, très lu, notamment dans le monde anglo-saxon, où il va rester des années et où il va collecter près de 166 000 spécimens, un petit peu plus même, 166 250, je crois, spécimens. D'abord, Wallace est à la fois un savant et un marchand, c'est-à-dire qu'il vend les spécimens. Il vend des spécimens d'insectes, ce qui sont une de ses grandes spécialités, et puis il rêve de recollecter un certain nombre de spécimens d'oiseaux rares, dont tout particulièrement l'oiseau de paradis, à propos duquel il circule un certain nombre de récits légendaires à l'époque sur sa parade nuptiale, sur sa danse ou sur son chant. L'intérêt de Wallace, c'est qu'il peut être pensé, comme l'ont fait deux des intervenants qui sont venus dans le laboratoire, qui sont Anna-Sophie Springer et Étienne Turpin. On peut penser la figure de Wallace comme étant une sorte de prototype de la subjectivité, si vous voulez, coloniale, qui se retrouve confrontée à un dilemme, à une sorte de double impulsion, entre lequel elle ne peut pas se résoudre à choisir. Chez Wallace, c'est intéressant parce que c'est quasiment explicite entre son activité du jour et son activité de la nuit. Le jour, Wallace chasse. Non seulement il chasse, mais il a pris conscience, et il a une mauvaise conscience de ça, il a pris conscience de l'intérêt pour lui en tant que chasseur, qui essaye de capturer donc des spécimens inédits qu'il va ensuite tuer, faire empailler et envoyer notamment au British Museum, et devenir le principal fournisseur au XIXe siècle des collections d'espèces rares, d'espèces exotiques pour les musées européens. Wallace, en chassant, a pris conscience de l'effet, notamment de l'exploitation coloniale, et des effets d'aubaine, pourrait-on dire, de l'exploitation coloniale. Prenons un seul exemple. Wallace a très vite compris, par exemple, que c'est à proximité d'arbres abattus par la déforestation, par exemple à Ceylan, au Sri Lanka, mais aussi et surtout en Indonésie où il va, qu'il va trouver le plus facilement un certain nombre d'espèces d'insectes qu'il recherche. Il profite donc de la déforestation pour essayer de capturer, de trouver le plus grand nombre possible d'espèces qui vont faire de lui un des inventeurs de ce qu'on appelle parfois la biogéographie moderne ou la zoogéographie moderne, qui lui permet donc de cartographier les différents types d'espèces et qui vont lui permettre de faire progresser tout simplement la théorie de l'évolution qui est alors en germe. Seulement le soir, sans doute en proie à un certain nombre de délires qui sont liés à des fièvres tropicales, peut-être au paludisme, le soir, Wallace écrit dans ses carnets, et le soir, Wallace a mauvaise conscience. Sa mauvaise conscience s'exprime dans le fait que Wallace est aussi un des inspirateurs de l'environnementalisme moderne, qu'il a conscience, c'est un des premiers à avoir conscience des effets de la destruction forestière, par exemple, et surtout, il développe une sorte de conscience schizophrénique, qui va nous intéresser, qui peut se formuler de la manière suivante. Wallace pense à une sorte de conception assez étrange, un petit peu délirante de la beauté de la nature, qui est la suivante. Wallace pense que la nature qui a été créée, il est fidéiste, il est croyant en une forme, en tout cas, de divinité de la nature, qui s'exprime dans la nature, et Wallace pense que la beauté de la nature ne peut s'exprimer qu'à partir du moment où elle est vue. Il faut donc qu'elle soit exposée. La nature est belle, elle a été créée avec une sorte de beauté qui est liée à sa diversité, à la diversité des espèces, mais sa beauté ne se révèle qu'à partir du moment où elle est vue. Alors évidemment, elle est déjà vue. Elle est vue, malheureusement, dit Wallace, qui est un colonialiste, elle est vue par des sauvages. Elle est vue par des yeux qui ne sont pas civilisés. Donc ça ne suffit pas. Être vu par des yeux non civilisés ne suffit pas à faire émerger la beauté de la nature. Il faut que des yeux civilisés voient la nature pour que sa beauté soit réalisée. Donc il faut, et c'est le Wallace du jour, il faut qu'il y ait des Wallace qui aillent tout simplement capturer des spécimens qui sont des exemples de la diversité et de la beauté de la nature,
Il faut qu'il y ait le chasseur Wallace qui aille tuer des oiseaux pour les empailler, pour les amener au musée, pour que l'œil civilisé puisse les voir. Donc, pour que la nature réalise la beauté qui est latente en elle. Sauf que la contradiction que comprend Wallace, et ça prend un tour schizophrénique chez lui, c'est que donc l'idée, c'est que pour faire apparaître la beauté de la nature, il faut la détruire, puisqu'il faut la mettre à mort. Et voilà, c'est peut-être le premier sujet qui concentre en lui cette schizophrénie coloniale, qui a l'idée que la nature doit être exposée, mais que l'exposer, c'est la tuer. Et donc, cette espèce de dilemme insoluble qui est que si la nature n'est pas exposée, elle n'existe pas tout à fait. Il faut donc la capturer, il faut la chasser, mais la capturer ou la chasser, c'est la tuer. Il va falloir la tuer pour lui donner une vie qui va être une seconde vie, qui va être le fait d'exister en tant que représentation exposée dans des musées. Pour entrer vivant dans le champ de la connaissance, dans le champ de la représentation, il va falloir le mouvement colonial de mise à mort des êtres naturels. Et ça prend un tour parfois tragique, parfois malheureusement un peu comique aussi chez Wallace, qui essaye de se dépatouiller avec cette conscience schizophrénique, mais qui fait que Wallace, dans beaucoup d'études contemporaines, est devenu peut-être un des symboles de ce que Turpin et Springer appellent aussi une nécroesthétique, c'est-à-dire l'apparition d'une esthétique de la mise à mort, d'une esthétique du mort. Il faut que la nature, il faut que les êtres vivants, pour pouvoir apparaître en tant que tels, pour pouvoir être vus, connus et pour pouvoir être appréciés esthétiquement, il faut qu'ils soient mis à mort, il faut qu'ils soient aussi mis sous vide, mis sous verre, qu'ils soient disposés dans un espace qui va mettre en scène leur mort pour les faire revivre, une fois exposés, dans un autre espace, qui est l'espace naissant, cette fois, du musée. Ouais, là, je montrais une image qui a un lien indirect avec ce dont tu parlais, mais qui est une des rares images qui subsistent d'un musée belge à Tervuren, qui est maintenant évidemment, heureusement, fermé, mais qui s'intitulait sobrement le musée du Congo, et dans lequel toutes sortes d'artefacts collectés durant la conquête coloniale étaient exposés selon des arrangements qui sont pas vraiment scientifiques mais ornementaux, et qui en fait c'est là où l'entreprise d'exposition rencontre sa contradiction ou son négatif, où en fait la question de l'étude scientifique échoue à être exposée, et où la question de l'ornement et de toutes les projections délirantes des États coloniaux sur le dehors de leur conquête se trouve en fait exprimée simplement par l'agencement des objets. Tu voulais conclure peut-être sur la question de la découpe pour qu'on passe à l'exposition de l'art et du musée. Qu'est-ce qu'on obtient du coup dans notre premier moment à partir de ces 3 vignettes, dans le moment qui correspond plutôt au moment épistémologique, ou une sorte de petite archéologie des espaces d'exposition, mais d'exposition des êtres naturels. Ce qu'on obtient, comme Vincent l'a dit, ce sont des systèmes de découpe. Le premier système de découpe dont tu as parlé, le premier système de découpe qui est obtenu au terme de l'âge classique et au seuil de l'apparition des musées, etc. La première découpe obtenue, c'est la découpe entre l'objectivité et la subjectivité, entre le spectacle et le spectateur, entre l'œil et derrière l'œil le regard, qui devient une construction abstraite, et ce qui est offert à l'œil. C'est par l'intermédiaire de dispositifs ce qui est susceptible d'être exposé, qui est objet d'exposition, et le spectateur, qui devient l'entité, qui va pouvoir se rapporter en étant séparé de ce à quoi il se rapporte par des dispositifs de mise à distance, d'impossibilité de toucher, des dispositifs à la fois auratiques, de coupe, et en même temps qui vont charger ce qu'il voit et ce qu'il visite d'une aura qui est un souvenir du religieux. Donc la première coupe, c'est la coupe tout simplement entre la subjectivité et l'objectivité. Au sein de l'objectivité, au sein de ce qui est exposé, des objets d'exposition, il y a 3 systèmes de découpe qu'on obtient. Le premier système de découpe, on l'a vu avec le théâtre anatomique, c'est une découpe à l'intérieur de l'objet même. C'est désormais la possibilité que donnent les dispositifs d'exposition, comme dispositifs optiques ou comme dispositifs scopiques, de produire une découpe de l'objet qui offre à l'œil une perspective simultanée sur l'extérieur des choses et sur l'intérieur des choses. C'est l'apparition des phénomènes tout simplement de coupe par lesquels sont exposés simultanément l'apparence extérieure d'un objet naturel et son intériorité. C'est en fait les dispositifs modernes qui vont venir remplacer des formes humaines bien connues
Pensez à la découpe de la viande. On dit souvent, par exemple, que chez le boucher, ce qu'on voit quand on voit, par exemple, la découpe du cochon, c'est un résidu de forme qui existe chez beaucoup de peuples, par exemple, chez beaucoup de peuples aborigènes, par lequel la silhouette extérieure de l'animal vous apparaît, et en même temps, ce qui vous apparaît simultanément, c'est sa découpe intérieure. Vous voyez le jarret, vous voyez les différentes structures, évidemment, du jambon, les côtes, etc. C'est-à-dire une image qui vous révèle simultanément l'extériorité de l'objet et son intériorité. Ce sont des images anciennes, vous avez chez beaucoup de peuples aborigènes des images comme ça, qui vous donnent à la fois, par exemple, la forme du kangourou et la découpe, la pré-découpe de la viande. On pourrait dire que le premier système de découpe qui est offert, c'est un dispositif qui permet techniquement de réaliser cela par des dispositifs du regard, qui permettent de donner au regard qui a été construit, au regard du spectateur, la possibilité de voir simultanément, ou parfois avec un effet d'oscillation très rapide, le dehors des choses et le dedans des choses. Des choses vivantes, mais aussi des choses inertes. Pensez par exemple à l'exposition de météorites ou à l'exposition de minerais, dont vous voyez à la fois l'apparence extérieure et en même temps, par un effet de coupe, la structure interne. Ou pensez tout simplement à l'exposition, par exemple, au mode d'exposition du bois, par lequel vous est donné à la fois l'extériorité du tronc et évidemment les cernes à l'intérieur de l'arbre. Le premier système de découpe, c'est donc une découpe, un dispositif de découpe de l'objet même, à l'intérieur de l'objet. Le deuxième système de découpe que l'on obtient, c'est une découpe par laquelle, comme Vincent l'a déjà dit, l'objet, cette fois, non pas l'intérieur de l'objet, ce de quoi il est composé, mais l'objet lui-même va être arraché à sa singularité. Il va être arraché à sa singularité qui était, vous vous en souvenez, ce qui lui donnait son caractère auratique dans les cabinets de curiosité. Le fait que c'était un objet unique, un objet merveilleux, un objet singulier et presque miraculeux. L'objet est arraché au fait d'être cet objet pour devenir non plus un singulier, mais un particulier. C'est-à-dire que vous ne voyez plus telle pierre, vous voyez le granit, vous voyez le quartz, vous voyez la structure du granit, la structure du quartz. Vous ne voyez plus tel lion, vous voyez le lion. Donc c'est la deuxième opération de découpe par laquelle l'objet lui-même va être découpé, va être arraché à sa singularité d'être ce qu'il est pour devenir une exemplification de sa particularité, d'une ou de plusieurs de ses particularités. Le troisième système de découpe, c'est le système par lequel ces particularités, ces objets particuliers qui sont les objets du savoir qui sont exposés dans ce qui va devenir le musée moderne, ces objets particuliers sont découpés ensuite par des systèmes de limites, dont tu as parlé aussi, qui vont les inscrire, cette fois, dans une classification moderne. Les ordres, les règnes, espèces, genres. C'est-à-dire tous les modes de classification, non seulement du vivant, mais aussi de l'inanimé, de l'inerte, qui vont permettre d'organiser des objets particuliers et non plus singuliers par des systèmes de limites, soit par des récits, soit par des mises en scène, qui vont permettre de rendre visible la grande division et les grands systèmes de limites du monde, et notamment, mais pas seulement, du monde vivant. On a ces trois systèmes de découpe qu'on obtient, et on peut faire, donc, là c'était très rapide, une sorte de généalogie de la matrice des dispositifs qui produisent ces systèmes de découpe pour le regard. Seulement, ces systèmes de découpe, qui sont la matrice, du coup, de l'exposition, qui est plutôt l'exposition scientifique, disons, eux-mêmes vont se voir arracher quelque chose, leur négatif. On pourrait dire qu'il va y avoir quelque chose qui va être découpé hors de ces systèmes de découpe et qui va donner l'espace de l'art. Oui, l'espace de l'art qui est, dont disons, l'espace moderne de l'art, dont l'émergence, c'est un peu notre hypothèse, est inséparable de la manière dont le dispositif muséologique, en fait, est un lieu et intervient comme le terminus de consolidation et de cristallisation historique progressive des mécaniques de découpe dont on vient de vous parler. Et c'est un élément central, évidemment, dans l'histoire de l'exposition qu'on essaie de faire, car le musée public, qui est l'espace moderne d'exposition des artefacts scientifiques et artistiques par excellence, est inscrit dans un ensemble de déterminations anthropologiques qui sont partagées par de nombreuses technologies de vision et d'exposition, et qui ensemble définissent la modernité en général comme une sorte de réforme de la vision. Cette réforme a trouvé sa forme canonique dans le pouvoir d'objectification ou de réification propre au musée. Le musée est en fait en quelque sorte un lieu d'expérience de l'oscillation ou de l'équivocité entre le mort et le vif, pour parler de nécroesthétique.
le musée est entièrement défini. Là, je vous montre par exemple une scénographie classique de la manière dont les musées américains exposent la théorie de l'évolution. Là, c'est le musée d'histoire naturelle de Los Angeles dans les années 20, donc ça a beaucoup changé depuis. Mais le musée est entièrement défini par l'inversion dialectique qu'il imprime dans la vie des objets. À la manière d'un isolateur global, le musée, en fait, simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il désanime des entités auparavant animées, en les déracinant de leur milieu, puis il réanime des objets morts en surdéterminant leur signification et en les projetant dans un champ restreint et éminemment scripté d'attention. Donc le musée joue un rôle pivot dans notre histoire. C'est un lieu de consolidation, mais aussi d'invention de nouveaux objets, mais aussi et surtout de nouveaux sujets, notamment le sujet esthétique. Tristan en parlera dans un instant. Simplement, pour justement faire le pivot entre la partie, disons, plus découpe scientifique et l'histoire plutôt esthétique de l'exposition de l'art qu'on essaie de faire, il y a un concept qui est important pour comprendre l'articulation des modes d'exposition de spécimens scientifiques et de ceux d'artefacts artistiques. C'est un concept issu des études culturelles qui est celui de complexe d'exposition, ou Exhibitionary Complex de Tony Bennett, qui est un texte que Tony Bennett a écrit en 88 et qui s'inspire directement de la notion foucaldienne de dispositif comme un possible modèle théorique des technologies modernes d'exposition. Bennett, en fait, essaie de compléter le projet archéologique de Michel Foucault. Si Foucault avait analysé les institutions modernes de confinement, c'est-à-dire à savoir l'asile, la clinique, la prison, ainsi que leur formation discursive respective, la folie, la maladie, la criminalité, alors pour Bennett, une autre institution de confinement et une autre formation discursive doivent être soumis à la même analyse archéologique, qui sont pour lui le musée et les formes d'art. Je vais accélérer un petit peu là-dessus, puisque le temps file aussi, mais simplement Bennett, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de réintégrer les institutions de l'art dans une description de l'espace biopolitique moderne, dans des termes foucaldiens. Et c'est un peu en suivant, pour accélérer, une sorte de fast-forward, c'est en suivant le travail de Bennett qu'on essaye d'intégrer dans cette description historique la formation non plus des sujets témoins de l'expérimentation scientifique, mais le sujet esthétique, le spectateur d'exposition de l'art. Dès son émergence comme une réalité sociale principale d'accès démocratique à l'art, l'exposition en fait s'affirme comme une réflexion spatiale, à la fois sur les grandes partitions anthropologiques et le régime scopique qu'on a décrit, mais qui est une réflexion qui est non plus active à l'échelle de l'architecture de l'exposition, mais qui est aussi effective, et c'est la négativité de l'art par rapport à la positivité du fait scientifique, qui est effective aussi à l'échelle des objets exposés, des œuvres d'art. Graduellement, les œuvres d'art vont être soumises à la nécessité de prendre en charge à leur échelle la réflexivité inhérente au régime scopique de l'exposition en les projetant sur l'écran de la représentation. Et donc historiquement, le grand moment, la scène primitive un petit peu de cette formation de la négativité de l'expérience esthétique, c'est évidemment les salons de peinture et de sculpture organisés par l'Académie des Beaux-Arts entre 1725 et 1880, dont Tristan va dire un mot. Alors comment s'exposent non pas seulement des choses présentes, des entités naturelles ou des artefacts qui sont simplement des entités présentes, mais comment s'exposent des représentations ? Un moment décisif qui va correspondre à notre 4e vignette, c'est la création d'un type de regard nouveau, d'un type de regard moderne, pour se rapporter à l'exposition de représentation, qui est le regard critique. C'est l'apparition, c'est la manière dont Diderot va inventer sa propre figure de critique, en étant invité, il ne faut pas oublier, c'est ce que nous a rappelé un des meilleurs spécialistes de Diderot quand il est venu, qui est Stéphane Lochkin, qui est l'auteur de L'œil révolté, en nous rappelant que Diderot n'est pas un spécialiste de peinture, ce n'est pas un très bon connaisseur de peinture. C'est quelqu'un qui vient à la peinture et à l'exposition de peinture, donc qui vient à la Biennale des Arts, qui est organisée dans le Salon Carré du Roi,
qu'on appelle communément les salons ici, qui vient au salon par défaut. Il y vient suite à un échec, comme le rappelle Lochkin, tout simplement parce que Diderot est à un moment de sa carrière où il a subi un certain nombre d'échecs au théâtre. C'est important parce qu'il faut garder en tête le fait que ce que Diderot n'a pas réussi au théâtre, il va essayer de le transposer dans les représentations picturales, dans le salon, profondément. Alors, Diderot est invité par Grimm donc, à écrire sur les salons. Il écrit, il faut savoir deux, trois choses sur le dispositif. Il écrit de mémoire, il écrit d'après le livret qui lui est donné. C'est-à-dire qu'il écrit en fait d'après le titre des œuvres, en essayant de se souvenir de la répartition des œuvres, répartition qui est en partie une répartition par genre, dans une salle qui est comble et qui est évidemment sursaturée de peinture, et en partie même parfois une simple répartition alphabétique des œuvres. Diderot invente un œil, donc que Lochkin appelle un œil révolté, un œil de critique, et la principale invention peut-être de Diderot va être une sorte de naïveté, que rappelle Lochkin, par lequel Diderot va se mettre à traiter l'exposition des peintures comme une représentation de représentation, mais au sens théâtral. C'est-à-dire qu'il va mettre sur le même plan la représentation dans un tableau historique par un tableau historique de figures, de sujets historiques, et la représentation qui est l'exposition de tableaux, donc de représentation, la représentation au second degré. Lochkin le rappelle, tout cela naît en partie d'une ambiguïté que le français rend alors qu'elle est scindée par la langue anglaise entre exhibition et exposition. En fait, Diderot confond volontairement l'exposition et l'exhibition. L'exposition d'un sujet par une représentation et l'exposition de représentations qui elle-même expose un sujet. Il va penser les deux, comme le rappelle Lochkin, sur le modèle théâtral. D'abord, il va penser évidemment la peinture exposée comme étant un accès pour l'œil à une scène par un quatrième mur invisible, et il va penser l'image picturale comme étant tout simplement la figuration du quatrième mur théâtral. Le deuxième point que rappelle Lochkin, c'est que du coup, l'œil de Diderot, qui est un œil théâtralisé, l'œil de Diderot va venir défaire fondamentalement une vieille alliance en Europe entre la peinture et la poésie. Diderot combat la vieille idée de ut pictura poesis. Il combat l'idée d'un lien profond entre le poétique et le pictural. Il va être parmi les premiers à mettre de côté la question de la comparaison classique. Vous avez par exemple la comparaison des art sœurs, des sister arts. Vous avez toutes les images allégoriques par lesquelles vous avez la peinture, par exemple, la peinture qui met le doigt sur les lèvres parce qu'elle est muette et la poésie qui se cache les yeux parce qu'elle est aveugle. Toutes ces comparaisons entre poésie et peinture vont être mises de côté au profit d'une conception théâtralisée du pictural, par exemple du moment de peinture chez Diderot. Du coup, les salons vont être l'apparition, une double apparition. L'apparition d'une conception moderne de l'exposition comme représentation de représentation, au sens théâtral, qui permet de circuler entre la représentation de l'œuvre et la méta-représentation, qui est la mise en scène, mais presque au sens théâtral, des représentations, des peintures, et l'apparition d'un œil particulier, du spectateur qui est Diderot, qui essaye de mettre complètement de côté le fait de se rapporter aux peintures sur le mode poétique, c'est-à-dire sur le mode du genre et aussi du discours religieux, de la peinture de genre religieux, donc qui essaye de délivrer son œil de la peinture de genre ou du discours religieux pour produire un nouveau type de discours et un nouveau type de regard par lequel il ressuscite une vieille figure de style antique qui est l'exphrasis, c'est-à-dire la manière de décrire une œuvre et en la décrivant, de ne pas simplement objectivement essayer de rendre justice à ce qui est montré, mais de transposer dans une autre forme, qui est ici l'écriture, l'œuvre, qui est l'œuvre visuelle, et chez Diderot, il y a l'idée qu'on fait entrer dans l'éternité l'œuvre, la représentation. Pourquoi ? Parce que l'activité du critique, par l'exphrasis, va permettre de produire un discours sur l'œuvre qui n'est pas un discours secondaire, qui est un discours essentiel à la constitution même de l'œuvre, qui va faire passer l'œuvre picturale dans le discours et qui va la faire renaître et qui va lui faire accéder à une forme d'éternité. L'œuvre ne devient œuvre que par le critique. Donc il y a à la fois le modèle de la théâtralité, la manière dont Diderot conçoit une représentation de représentation pour concevoir l'exposition d'art, et il y a la création d'un nouvel œil et d'un super spectateur, qui est le critique, qui est le modèle d'un premier regard moderne sur l'exposition d'art, par lequel l'œil
de Diderot se rend absolument nécessaire aux représentations. Il n'est pas là simplement pour les trouver belles ou pour les recevoir, il est là pour les faire être, pour les faire exister au sein d'un dispositif qui est le dispositif d'exposition. Oui, ce qui nous semble crucial, et c'est pour ça qu'on insiste pas mal sur les salons, qui a une existence un peu canonique et très rebattue, disons, dans l'histoire des expositions, c'est que c'est le lieu d'invention, certes d'une révolution picturale, mais c'est l'espèce de scène primitive du concept de théâtralité qui va être l'espèce de pierre de touche ou de fil rouge polémique des évolutions des formes d'art à travers le modernisme, jusqu'à la génération minimaliste et post-conceptuelle. La manière dont on entend en général, d'abord dans des études d'art, d'histoire de l'art ou des études pratiques d'art, le concept de théâtralité, ça vient de Michael Fried et de son essai sur le minimalisme. Ce qui nous intéresse, c'est que les salons, notamment via Diderot et la manière dont Stéphane Lochkin en parle, c'est que c'est un lieu d'invention d'une nouvelle solidarité manifeste et qui ne sera jamais défaite en fait à travers les formes d'art moderne entre deux échelles de l'expérience esthétique. Il y a une échelle micro qui est l'échelle de l'œuvre d'art, donc de la représentation, et l'échelle macro de l'exposition. Et que l'oscillation et le miroitement et la réflexivité permanente entre ces deux échelles est en fait le moteur central de l'évolution historique des formes d'art. Donc en fait, c'est l'espèce de scène primitive du modernisme, autour, encore une fois, du concept de théâtralité. Dès lors, en fait, à partir des salons et dès lors que cette espèce de géométrie entre ces deux échelles de l'expérience esthétique sont mises en place, le sujet esthétique, c'est celui qui pris dans la géométrie du rituel de l'exposition, internalise sa séparation d'avec la représentation, donc le quatrième mur, et cherche l'indice visuel d'une réflexion sur les conditions de possibilité et l'économie de cet espace. Et parallèlement, l'histoire des formes d'art, à partir de ce moment-là, c'est l'histoire du déploiement des moyens de réalisation de cette réflexion. Qu'il s'agisse, pour être très schématique et rapide, de la dramatisation maximale de cette réflexion dans, par exemple, le paysage romantique, ou plus tard, de la mobilisation typiquement moderniste par les formes d'art de leurs propres moyens de production comme matériaux de l'œuvre, dont Greenberg, de manière canonique, fera le vecteur exclusif de l'évolution des formes d'art. C'est le récit canonique de réduction et de purification de la spécificité des médiums, où la peinture tend vers la couleur, la danse vers le geste, la musique vers la tonalité, jusqu'à ce que, si vous voulez, comme une sorte de terminus très rapide de cette histoire, avec des formes postmodernes comme la critique institutionnelle, l'espace d'exposition lui-même devienne le matériau de l'œuvre. Mais donc, on insiste sur les salons parce qu'on y voit le lieu de déclenchement d'une révolution esthétique dont le processus central est l'articulation toujours plus intime entre l'espace d'exposition et les transformations historiques que connaît à travers la modernité le concept d'œuvre d'art. Donc, en introduction, je disais qu'il y a déjà une grosse littérature sur l'histoire des expositions, donc je vais passer très rapidement sur la manière, sur le fil de ces transformations historiques, et je ferai que quelques rappels rapides de la relation de plus en plus intime entre l'espace d'exposition et l'histoire de l'art en tant que tel, à travers la modernité. Le moment canonique, c'est évidemment 1855 et le pavillon du réalisme de Courbet, où le jury du salon de 1855, comme vous le savez peut-être, accepte 10 des œuvres de Courbet, mais pas la 11e, qui est la plus grande, qui est l'atelier, pour des questions de place. Et donc, Courbet se retire entièrement et construit un espace d'exposition à l'échelle de ses œuvres. Et c'est le premier exemple, si vous voulez, d'une architecture d'exposition, simplement, conçue à l'échelle des œuvres, et non plus d'œuvres opérant dans des limites de genre ou de forme qui s'adaptent, comme vous l'avez vu, aux murs des salons, où les commissaires d'exposition n'existaient pas, on les appelait des tapissiers, pour vous donner une idée de la nature purement spatiale de l'organisation des œuvres. L'autre exemple, c'est la Secessionsgebäude, la sécession à Vienne, qui a été conçue en 1897 par Olbrich, qui est l'archétype de la nécessité pour les avant-gardes historiques de produire leurs espaces d'exposition propres. Aussi, si on avance rapidement, 1913, c'est le premier exemple, c'est la première édition du Armory Show qui est devenu en fait l'espèce d'archétype
formelle et morphologique de présentation de l'art moderne. C'est là où Duchamp montre nu descendant un escalier, pour vous donner un peu une référence historique. Il y a aussi 0.10 ou 0.10 de Malevich, qui est l'exposition suprématiste. Dans le livre, je vous renvoie simplement, dans le livre, il y a une des auteurs invitées travaille à Paris, elle est à Paris 1, elle s'appelle Eliza Dulgerova, elle vient de publier un livre qui s'appelle Usage et Utopie, qui est sur, donc je vous y renvoie tout simplement, qui est sur le rôle de l'exposition pour la formation des avant-gardes russes pré-révolutionnaires. C'est extrêmement intéressant. Elle montre, en fait, sa thèse, c'est que l'exposition, c'est le mode spatial de vectorialisation. Donc c'est le mode spatial de vectorialisation des élans utopiques pré-révolutionnaires de la société russe à l'époque, avant la révolution de 17, dont nous fêtons cette année le centenaire. Ou encore l'exposition internationale de surréalisme. C'est pas là, je vous montre une image de l'édition new-yorkaise, mais l'exposition de 1938, l'exposition internationale du surréalisme qui a eu lieu à Paris, où Duchamp a montré la première version de son Mile of Strings, dont je vous montre une image, et où les visiteurs étaient invités aussi à visiter l'exposition avec une lampe torche. Donc cette histoire en accéléré, en fait, c'est une série de vignettes qui vous montrent l'importance pour notre histoire de la question des salons comme scène primitive du drame moderniste sur la question de l'évolution des formes d'art. Et aussi sur la scène primitive du drame moderniste de la question de l'autonomie de l'art. Car au cœur du concept de théâtralité autour duquel se noue la structure de l'expérience esthétique moderne, une sorte de contradiction est née, une contradiction qui au fond peut être formulée de manière assez simple et de la manière suivante. L'autonomie de l'œuvre d'art, c'est-à-dire la manière dont celle-ci manifeste sa résistance à sa dissolution dans l'espace social de sa réception, s'effectue paradoxalement par son harnachement et sa dépendance croissante à la structure irréductiblement matérielle, architecturale, phénoménologique, sociale et impure de l'espace d'exposition. Donc l'autonomie de l'art, en quelque sorte, est un récit qui s'arc-boute sur la structure concrète de sa mise en espace, son exposition. Et en fait, cette contradiction loge dans l'histoire des formes d'art modernes une sorte d'oscillation à laquelle le modernisme esthétique a tenté d'apporter une réponse entre le caractère d'universalité ou d'abstraction du concept d'autonomie de l'art et la spécificité, la localité des moyens de réalisation de cette autonomie. Je vous montre une pièce de Robert Morris qui s'appelle Scatter Piece, qui a été montrée en 1968 dans la galerie Léo Castelli, parce que le point d'orgue de cette contradiction, c'est évidemment la controverse que je mentionnais plus tôt, au tournant des années 60, dans le contexte de l'émergence de la sculpture minimaliste, sur la théâtralité, autour du fameux texte de Michael Fried, Art and Objecthood, dans lequel Michael Fried décrit son appréhension du concept de site specificity. Pour lui, la site specificity ou la performativité propre aux productions de la génération minimaliste est en fait une régression de l'œuvre d'art à ce qu'il appelle la littéralité, c'est-à-dire la manière dont dont la sculpture minimaliste ne représente plus, comme Diderot le rêvait dans ses comptes rendus, mais simplement présente les restes de performance à laquelle les spectateurs n'ont pas été invités, en fait. Et en bon moderniste, Fried voit dans le minimalisme une forme de réification dont le symptôme est la dépendance de l'art minimal à la perspective concrète, corporellement biaisée du spectateur. Dépendance qui, encore une fois, pour un moderniste comme Fried, est un attentat à l'autonomie de l'œuvre d'art qui empêche l'absorption esthétique du spectateur qui est sans cesse renvoyé aux conditions de sa réception de l'œuvre d'art. Donc, pour clore un peu cette vignette, on peut essayer de comprendre l'exposition de l'art comme encore une fois, comme le lieu d'une spatialisation qui est aussi à double tranchant. L'exposition spatialise la conscience esthétique moderne et en même temps, elle s'affirme comme l'architecture conceptuelle de l'expérience moderne de l'art. Et je crois qu'on ne peut
pas comprendre les révolutions en fait, à l'origine du progrès historique des formes d'art si on ne projette pas ces transformations sur l'arrière-plan conceptuel et architectural sur fond duquel elles ont eu lieu. Il y a une solidarité manifeste et constitutive entre si vous voulez, la nature réflexive des formes d'art modernes et le cadre social, scopique et herméneutique dans lequel celles-ci se sont rendues visibles. Si bien qu'on peut dire que en quelque sorte, l'histoire de l'art, même si elle-même ne l'a pas toujours su, n'a jamais été que l'histoire de son exposition. Pour clore ce récit, il reste encore à raconter la manière dont elle s'est munie elle-même qui nous hante encore, et qui est le moment final du retournement que je mentionnais plus tôt. Si le dispositif d'exposition de l'art avec Diderot commence par des œuvres d'art qui essayent de se ficher dans les espaces rendus disponibles des 6 messes du musée, elle se termine avec l'invention d'un dispositif d'exposition qui est entièrement conçu à la mesure de la contradiction et de son fil historique que je mentionnais. Cette invention architecturale, c'est évidemment le White Cube, dont Tristan veut vous dire un mot. C'est la dernière, c'est la 6e et dernière vignette, c'est la vignette contemporaine, et c'est là où le drame devient une tragédie. Tragédie au sens classique, c'est-à-dire l'alliance du nécessaire et de l'impossible. C'est un espace qui se rend nécessaire et qui est en même temps absolument impossible. Pourquoi est-il à la fois nécessaire et à la fois impossible ? Pour ça, il faut savoir ce qu'on y a mis, d'où il vient. Alors, évidemment, l'origine lointaine, c'est le ready-made du Champien. L'origine un peu plus proche, dont tu as parlé, c'est la réinterprétation du ready-made par les minimalistes américains. Mais c'est aussi, à partir dès les années 50, dans un certain nombre de conceptions d'histoire de l'art ou de philosophie de l'art américaine, l'apparition d'une nouvelle figure de l'œuvre d'art qui n'est plus déterminée soit par des règles, soit par une forme, soit par un système d'objets, mais qui est déterminée par une question, la question de l'art. L'œuvre d'art, c'est ce en quoi il en va de la question de l'art. C'est l'apparition, par exemple, dans les textes dès les années 50 de Maurice Weitz, de l'idée selon laquelle art est désormais un concept ouvert, c'est-à-dire sans cesse en train de se réformer, et que du coup, l'œuvre d'art est celle qui doit reposer la question de l'art sans cesse à nouveau frais, et qui, du coup, c'est dit par Maurice Weitz, produit un concept qui est ouvert et indéterminé. C'est l'apparition de la figure d'une indétermination radicale de ce qui est exposé. Ce qui est exposé devient indéterminé. Même mieux, il devient la figure de l'indétermination. Qu'est-ce qu'on expose dans un espace qui se présente comme un espace d'art ? On expose ce qui tâche de rester indéterminé ou de réfléchir à sa propre détermination, contrairement à ce qui est exposé dans des espaces, par exemple, d'exposition scientifique, etc. Du coup, c'est l'apparition à la fois dans le discours théorique. Alors, pensez à des philosophes de l'art, c'est le cas chez Goodman, chez Danto, chez Dickey, de la figure d'une définition impossible de l'art qui est renvoyée soit à ce que Dickey appelle le cercle conventionnel. Qu'est-ce que l'œuvre d'art ? C'est ce qui est jugé comme étant une œuvre d'art par ceux qui savent ce qui est de l'art. C'est le art circle que définit Dickey dès la fin des années 60. C'est aussi, tu l'as rappelé, pratiquement, à la fois dans des discours d'histoire de l'art et chez les minimalistes américains, l'apparition, l'émergence donc, d'un objet par excellence de l'espace de l'art, qui est l'objet indéterminé. Un objet donc, qui n'est pas défini par sa forme, qui n'est pas défini par un système de règles, mais par sa capacité à rendre relativement indéterminée sa forme ou le système de règles auquel il répond. Le problème, et c'est là où le drame devient une tragédie, c'est que cet objet indéterminé, ou cette chose indéterminée qui devient le personnage principal de l'art au sens contemporain, sur cette scène, eh bien, il lui faut une scène. Il lui faut une scène, il lui faut un lieu, il lui faut un espace. Autrement dit, il faut un lieu déterminé de l'indétermination. Ce lieu déterminé de l'indétermination, c'est le White Cube, au sens où Brian O'Doherty a écrit dessus. Et là, nous reprenons par exemple les réflexions de Jérémy Lecomte, qui est venu dans le laboratoire pour essayer de faire une généalogie architecturale du White Cube, en rappelant qu'on pouvait faire une connexion avec certaines tentatives modernistes dans l'histoire de l'architecture, et notamment, il a parlé de Le Corbusier, et par exemple de la maison Domino, comme des préfigurations d'une architecture qui serait une architecture générique, c'est-à-dire d'une architecture qui, par des formes de modularité, mais aussi par un certain nombre donc, d'effets ou de transformations spatiales, vise à ne plus incarner une particularité architecturale, mais à produire
peut-être l'espoir, ou en tout cas l'idéal, d'une architecture générique. Une architecture générique, pourquoi ? Pour un objet générique, pour un objet indéterminé et générique. Le problème, le moment tragique, en tout cas dans le récit critique qu'on essaye de faire de la modernité et du contemporain dans l'exposition, le problème, c'est qu'évidemment, à cette indétermination, ou à ce rêve de l'indétermination qui hante le contemporain, il y a un talon d'Achille. Et pourrait-on dire, le problème, c'est que le talon d'Achille, c'est l'intégralité du corps, ici. Le talon d'Achille, c'est tout le corps. Pourquoi ? Parce que c'est l'espace. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le white cube apparaît toujours, systématiquement, comme le lieu ou le dispositif particulièrement déterminé architecturalement, blancheur, luminosité, modularité, isolation, etc. Donc très déterminé, avec des déterminations qu'on peut nommer. Donc l'ultra-détermination architecturale, historique, sociologique, politique, d'un lieu qui se présente comme le lieu de l'indétermination par excellence. Et c'est là où, évidemment, ça devient un talon d'Achille, c'est-à-dire que pour saisir l'indéterminé, il faut la saisir par quelque chose de déterminé. Et ce quelque chose de déterminé, c'est le dispositif spatial du white cube. C'est-à-dire, c'est quelque chose de déterminé qui est l'espèce de représentation, de figuration d'un dispositif de la neutralité ou de l'indétermination qui se présente à nous comme étant particulièrement déterminé. Déterminé spatialement, historiquement et politiquement. Et cette vignette, vous voyez, le white cube, c'est l'espèce de vignette finale, en fait, de ce récit, ce à quoi on arrive, c'est-à-dire d'un moment où l'idéal de l'indétermination se retrouve ramené à un lieu, qui est une sorte de lieu transcendantal, de conditions de possibilités architecturales, spatiales, concrètes, qui doit être le lieu de l'indétermination en un sens très concret, c'est-à-dire qui doit permettre à la fois la présentation d'objets et la présentation d'événements, la présentation de personnes et la présentation d'objets inanimés, la présentation de processus, la présentation de configuration, la présentation du vivant ou de l'inerte, la présentation de quelque chose qui a un début et qui a une fin, ou de quelque chose qui est sans début et sans fin, c'est-à-dire un espace qui doit être suffisamment indéterminé, suffisamment modulaire, pour s'adapter au fait de pouvoir être le lieu d'exposition de n'importe quoi, au sens strict. Oui, aussi après, c'est une histoire dont, pour conclure cette intervention et élaborer un peu sur ce que tu viens de dire, le moment où le drame devient une tragédie, c'est que... c'est que ce lieu est impossible. En fait, voilà, ce lieu est impossible pour une raison aussi qui a une dimension historique pour les formes d'art, qui est, si effectivement, comme Jérémy Lecomte nous le disait dans sa conférence à l'ECAL, le white cube, en fait, qui est une histoire dont on pourrait aujourd'hui croire qu'elle est ancienne et qu'on l'a dépassée, en fait, ça reste une sorte de structure intégrée à notre rapport à l'art, que l'art que l'on voit soit dans un white cube ou non. Et qu'en fait, le white cube, c'est l'espèce de réponse architecturale à l'obsession moderniste pour l'obsession de l'art pour sa propre définition, pour sa propre identité. Le problème de la généricité du white cube, c'est que tout geste répondant, donc tout geste artistique, toute œuvre répondant effectivement à la question d'une définition toujours plus spécifique et locale de l'art, par la généricité du white cube, tente à mécaniquement élargir, faire étendre le concept d'œuvre d'art qui permet au spectateur d'identifier ce geste artistique comme une œuvre d'art. C'est pour ça qu'il y a un lien structurel entre l'opération du ready-made et le cadre qu'offre aux œuvres d'art du XXe siècle et de la postmodernité, le white cube. Et c'est intentionnellement là où on termine un peu le récit, qui est volontairement historique, de notre intervention, pour rappeler simplement en fait l'horizon peut-être aussi méthodologique et politique du laboratoire de recherche. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire en fait très simplement, c'est de rappeler l'aspect symétrique de l'histoire qu'on essaie de produire. L'histoire des dispositifs et des formes d'exposition désigne un processus historique qui nous semble avoir été actif au moins sur deux plans distincts mais entremêlés. Le premier plan, c'est un plan ontologique. Les dispositifs d'exposition consistent en une série de procédures de spatialisation de la matrice anthropologique propre à l'ordre du savoir moderne. Il met en espace des partitions ontologiques.
des découpages épistémiques entre la nature, la culture, les sujets et les objets. Le deuxième plan sur lequel cette histoire nous semble active, c'est un plan esthétique. L'exposition, les formes d'exposition sont l'agence centrale de production d'expériences sensibles par laquelle la matrice anthropologique évoquée dans le premier plan est en fait intériorisée par le sujet moderne comme un vecteur de devenir historique et de subjectivation, dans lequel se trouvent pris, bien sûr, les formes d'art elles-mêmes. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de décrire l'entremêlement de ces deux dimensions. Tu as un truc à rajouter pour conclure ou... Un des effets possibles, du coup hypothétiques de cette histoire, c'est la question de savoir comment, à ce point, parvenu à ce point, on peut essayer de comprendre cette histoire non pas comme une impasse, mais comme la relance d'un vieux problème anthropologique qui nous hante, qui est lié à des définitions même du terme dont on essaye de faire l'histoire. Qu'est-ce que exposer ? Que veut dire exposition ? Ce terme, il me semble que peut-être pour terminer, un des meilleurs moyens de le comprendre, de le contourner, c'est de prendre un terme en apparence proche, qu'il est difficile de distinguer, mais qui est presque un terme inverse. C'est le fait de montrer. Il y a un très beau texte, un texte posthume de Rousseau, qui est l'essai sur l'origine des langues, dans lequel Rousseau, s'intéressant aux facultés humaines, voit une sorte de rapport inverse, d'emblée, dit-il, entre exprimer et montrer. Il dit voilà, l'homme a deux possibilités. L'homme qui est conçu, vous voyez, le sujet comme une sorte d'interface entre le dedans et le dehors, soit il exprime, c'est-à-dire il va chercher dans le cœur, qui pour Rousseau est l'organe de l'intériorité, il exprime quelque chose qui est en lui et il le met dehors. Soit il montre, et montrer, c'est par le geste, pour Rousseau, la manière dont l'homme peut, dans toutes les cultures, à toutes les époques, aller chercher un objet, aller désigner un objet, et plus spécifiquement orienter l'attention d'un de ses semblables vers quelque chose d'extérieur, pour que, comme lui, son semblable puisse intérioriser quelque chose qui est dehors, un objet extérieur, une partie de l'espace et du temps particulièrement intéressante, soit une proie, soit quelque chose qui a un intérêt esthétique, un vol d'oiseau, par exemple. Bien, est-ce que, en ce sens-là, au sens fort que Rousseau donne au verbe montrer, est-ce que ce de quoi on essaye de faire l'histoire, c'est-à-dire l'exposition, est-ce que c'est une continuation du fait de montrer ? Ben, pas tout à fait. Il y a une différence entre montrer et exposer. C'est que montrer, comme le dit Rousseau, c'est orienter ou réorienter l'attention d'un sujet vers un objet ou vers une portion d'espace et de temps. Du coup, ça a une conséquence, c'est que chez Rousseau, par exemple, ça permet au sujet de tourner autour de l'objet qui est montré. C'est-à-dire que le sujet peut se développer, il peut, en termes linguistiques ou en de vieux termes esthétiques, il peut thématiser. Thématiser, c'est tourner autour de la chose qu'on désigne, la chose qu'on montre, et produire des variations. La table, par exemple, thématiser sa couleur, sa grandeur, la voir sous une autre perspective, etc. Et idéalement, peut-être, en tournant autour de la chose qui est montrée, de la chose extérieure, parvenir à synthétiser quelque chose comme la chose que je ne peux jamais saisir, que je ne peux jamais montrer d'un seul tenant. L'exposition, ce qui nous intéresse, c'est différent. C'est différent pourquoi ? Parce que l'impulsion anthropologique dont on essaye de faire l'histoire, c'est une impulsion par laquelle exposer, ça revient à chaque fois, comme on a essayé de le montrer dans les deux volets, exposer, ça revient à chaque fois, non pas à orienter ou réorienter l'attention d'un sujet vers un objet, mais à disposer des sujets à un objet, à un ou plusieurs objets. Ça veut dire que dans l'exposition, il y a un geste différent par lequel, d'une manière ou d'une autre, on fixe le sujet et on développe l'objet. On développe l'objet de plein de manières. Ça peut être comme dans le théâtre anatomique, on ouvre l'objet et on montre l'intérieur. Ou bien on développe l'objet comme dans le début de l'exposition cinématographique, l'invention du cinéma dont nous a parlé Mireille Berton, par lequel l'image se développe puisque l'image devient en mouvement. Et Mireille Berton a essayé de montrer comment il y avait eu une domestication du spectateur par rapport au primo-cinéma, avec l'apparition de ces images lumineuses en mouvement. Le spectateur avait été domestiqué et isolé, il était d'abord debout, il était excité, il y avait même des risques de convulsion ou d'hystérie devant le cinéma. Et petit à petit, pour exposer le cinéma, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait produit un dispositif par lequel on fixait le spectateur, le fauteuil, il était assis, vision frontale, et on domestiquait petit à petit le corps du spectateur. Du coup, on voit que par rapport à la monstration, il n'y a jamais d'exposition sans un dispositif, parce que exposer, c'est toujours disposer des sujets à des objets qu'on développe, qu'on ouvre, ou par lequel on produit un dispositif, justement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'exposition sans dispositif, parce que exposer, c'est disposer des sujets à des objets.
Ce de quoi on essaye de faire l'histoire, c'est l'histoire de ces dispositifs. Hein. C'est l'histoire de la manière dont disposer à des objets qui sont développés dans le temps ou dans l'espace par des dispositifs techniques ou technologiques, les sujets voient nécessairement leur état perceptif, leur sensibilité, voient leur corps transformé par le développement, par le dispositif qui leur offre le développement d'un ou de plusieurs objets auxquels ils sont soumis, auxquels ils sont exposés. Et pour terminer, peut-être, il me semble, je crois ce qu'on voit, et Vincent et moi, dans une sorte d'impasse qui est figurée par le White Cube, c'est le fait que régulièrement, dans l'exposition, revient le vieux rêve de la monstration. C'est-à-dire que régulièrement, par exemple, et c'est le cas dans le White Cube, régulièrement, l'exposition va rêver de redevenir la capacité à montrer. C'est-à-dire va rêver de non plus disposer des sujets à des objets, mais d'être capable de nouveau de montrer simplement quelque chose à des sujets qui vont pouvoir librement retrouver leur autonomie, c'est-à-dire qui vont pouvoir librement de nouveau thématiser l'objet, c'est-à-dire retrouver leur liberté de mouvement qui va leur permettre de tourner autour de la chose et de faire sienne, de faire leur plutôt la chose. Et donc ce par quoi l'exposition est tentée régulièrement, c'est par la monstration. Du coup, plus elle se rationalise, on en raconte l'histoire, plus elle perd, plus elle inverse la monstration. Vous voyez, parce qu'elle fixe par des dispositifs les sujets auxquels qu'elle expose à des objets qui sont développés techniquement par des technologies du regard, par des technologies narratives, etc. Et donc le rêve, ce qui est enfoui encore dans l'exposition, c'est le rêve du geste rousseauiste. C'est le rêve du geste qui puisse de nouveau permettre de montrer. Donc l'enjeu, c'est de savoir comment à chaque fois libérer le geste initial, le geste anthropologique fondamental qui consiste à montrer et donc à défixer le sujet qui peut thématiser un objet, qui peut tourner autour et qui peut essayer de nouveau de faire sien l'objet, plutôt que dans l'exposition d'être assigné de nouveau à une position par laquelle, par un dispositif, le sujet ou les sujets que nous sommes se retrouvent disposés au développement technique ou technologique d'un objet. Merci. Merci.